Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette interview spéciale où je réponds à des questions. Bon visionnage. Quand tu arrives au bureau le matin, quelle est la première chose que tu fais avant de commencer à travailler sur un projet? Alors la première chose qu'il faut faire quand on est dessinateur, moi je réponds comme si j'étais encore en bureau d'études, maintenant je suis freelance et je suis plutôt dans la formation, mais quand j'étais vraiment dessinateur en bureau d'études, je commençais par regarder ce que j'avais noté la veille. C'est primordial pour savoir sur quel projet j'allais démarrer. En général on le sait, mais c'est surtout le lundi matin voilà, qu'on va se plonger là-dedans, mais même tous les jours qui viennent, c'est avoir cette petite feuille, ce petit réflexe de noter les priorités, ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs, cette feuille, vous pouvez la télécharger gratuitement dans mes outils offerts, bloc offert donc. Ah, c'est une super idée d'avoir ce système de priorités sur papier, ça aide vraiment à démarrer la journée de façon organisée. Maintenant, après avoir jeté un œil à ta feuille de priorité, comment tu choisis quel projet attaquer en premier? Est-ce que c'est toujours une question d'urgence ou il y a aussi des critères comme la complexité ou les délais? Alors oui, c'est souvent une question d'urgence, malheureusement. Mais il y a aussi l'aspect, est-ce que j'ai tous les documents? Est-ce que tout est calé? Est-ce que j'ai l'autorisation d'y aller? Et est-ce que mes collègues sont prêts aussi à m'alimenter et à m'aider? Voilà, donc ça, il y a une question d'équipe aussi, hein. C'est pas j'y vais comme ça, je choisis ce projet parce que j'ai envie de le faire. C'est est-ce que tout est prêt? Donc, est-ce qu'on a tous les documents? On regarde de temps en temps, est-ce qu'on a tout reçu? Sinon, ça peut être un petit mail de relance. Est-ce que le chef, il est OK? Est-ce que l'ingénieur, il a commencé à bosser dessus? Et il peut me donner des choses? Est-ce que les autres membres de l'équipe, les autres dessinateurs, ils vont m'aider? Et est-ce qu'ils sont disponibles pour m'aider? Et quand ils vont commencer le projet? Voilà, donc tout ça, ça joue un rôle essentiel. Et une fois que tous les voyants sont au vert, on commence le projet. Et évidemment, quand les personnes commencent à appeler et on sent l'urgence, forcément, on va prioriser le dossier. Pour la petite blague rigolote, on disait c'est celui qui gueule le plus fort où on va commencer le projet. Et c'est assez marrant, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que l'aspect équipe et coordination avec les collègues est primordial, surtout quand il y a des dépendances. Maintenant, une fois que tu as tous les éléments pour démarrer, comment tu attaques concrètement? Est-ce que tu te fais une liste plus détaillée des tâches à réaliser ou tu fonces directement dans le plan? Non, alors, c'est jamais une bonne idée de foncer tête baissée. Non, la première chose, c'est qu'on va analyser. Il y a une grosse partie qui est souvent négligée chez les débutants, d'ailleurs, et à tort, mais même chez des personnes plus expérimentées. Donc non, la première chose à faire, c'est, on a parlé juste avant, est-ce qu'on a les documents? Si oui, quels sont les documents? On analyse les documents, c'est-à-dire qu'on regarde si le plan architecte il est complet. Est-ce que il a l'air d'être complet? Est-ce qu'il y a toutes les indications? Voilà. Est-ce que le plan de l'ascensoriste il est bon? Est-ce qu'il correspond? Voilà. Donc il y a une synthèse et ça c'est souvent négligé. En fait, le travail d'un dessinateur projeteur, c'est pas vraiment de faire tout de suite des plans. C'est d'analyser déjà et de faire la synthèse des documents. Avant même de faire le plan, il faut avoir l'esprit critique, regarder. Est-ce que j'ai quelque chose qui est déjà cohérent? Est-ce que entre les différents plans, on reconnaît le bâtiment? Parce que j'ai eu des projets où on se demandait si l'ascenseur, le mec s'était pas trompé de projet. Hein. Et ça peut faire sourire, mais n'empêche que c'est la vérité. Quand vous avez un ascenseur qui ne correspond pas au projet, vous êtes coincé. C'est pareil pour les escaliers. Parfois, vous regardez, vous voyez très bien qu'il y a un problème, c'est pas le bon escalier. Ça peut être des problèmes de porte, de menuiserie, hein, donc. Il y a plein de choses à vérifier avant de commencer. C'est super intéressant cette idée de commencer par analyser et vérifier la cohérence des documents avant de se lancer. Du coup, une fois que tu as fait cette analyse et que tout semble être en ordre, quel est ton processus pour commencer la création du plan ou la modélisation? Est-ce que tu utilises des logiciels spécifiques dès le départ pour ton travail ou tu préfères commencer à la main? Alors non, à la main, non. Maintenant, c'est rare. Non, on commence à l'ordinateur. Par contre, la question, effectivement, est bonne. C'est, sur ce projet, quel logiciel serait le plus adapté? Parmi mes outils, parmi mes gabarits, lequel je vais prendre? Parce que ça semble le plus efficace. Donc, toujours cette notion de bien commencer. Donc, choisir le bon fichier, le bon gabarit, ouvrir le bon logiciel, et on commence à travailler en respectant, pour ma part, une trame que j'ai définie. Non pas sur un coup de tête, mais parce que je sais que chaque projet, je vais le réaliser un petit peu de la même manière. Un petit peu comme sur chantier, on va pas couler la dalle s'il n'y a pas les murs. Ça semble tellement logique. Eh bien, pour faire un plan,
c'est la même chose. On va pas commencer à dessiner des impacts si on n'a pas mis les murs. On va pas dessiner des portes s'il n'y a pas de murs. Voilà, donc il y a une trame à suivre. J'ai fait une liste complète, je pense que je la partagerai aussi dans mes packs, voilà. C'est commencer par les murs, intégrer les ouvertures, mettre les impacts, mettre les réservations, ça peut être dans un ordre que vous préférez. Moi, vraiment, c'était un petit peu cet ordre-là, et ensuite il y avait les annotations, les cotations, les annotations pour les niveaux de dalles, etc., etc., pour finir vraiment par des détails de coupe, de présentation, etc. Donc il y a vraiment un ordre logique, et je peux vous dire que ma liste, elle est assez grande, mais c'est vraiment très très important de bien choisir et de bien ordonner les tâches à réaliser en fait. C'est vraiment une bonne approche de suivre une trame bien définie et logique. Ça permet d'éviter les erreurs et de s'assurer que tout est bien structuré. Une fois que tu as posé les bases avec les murs, les ouvertures, etc., comment tu t'assures que tout est conforme aux normes et réglementations? Est-ce que tu fais des vérifications régulières pendant la création ou à la fin du projet? Alors en général, c'est pendant le projet. On va s'assurer que les normes sont respectées. On va regarder si on a bien intégré les éléments, donc les 10 réservations. Donc en fait, le boulot du dessinateur, c'est je reçois un certain nombre d'éléments, je les analyse, je les intègre, évidemment, il ne faut pas se planter à ce moment-là. Si on nous demande des réservations, d'étanchéité, pour que on puisse évacuer l'eau qui font 15 de diamètre et qu'on met 10, ça ne marchera pas. Donc il ne faut pas se tromper sur les dimensions, les positions, etc. Une fois que c'est fait, effectivement, on vérifie qu'il n'y a pas de problème d'interaction entre ces différents éléments. Cas typique, l'électricien, il passe à cet endroit-là, le plombier, il passe au même endroit. Si on réfléchit 2 minutes, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, donc ça passe par quoi? Ça passe par une analyse, en priorisant et en avertissant. Il y a des dessinateurs qui disent rien, ça c'est l'erreur numéro 1. Non, il faut le dire, il faut dire, là il y a un problème, j'ai trouvé tel problème, je vous propose telle solution, mais vous me la validez. Voilà. L'erreur, ça serait vraiment de ne rien dire. Donc voilà, il y a quand même des choses très très importantes dans le bâtiment. On n'est pas tout seul, il y a des interactions, et surtout, demain, ce qu'on est en train de dessiner, ça sera construit. Et il va y avoir des personnes qui y habitent là-dedans. Donc il ne faut pas se tromper. Et surtout, il faut lever les erreurs, les doutes, au fur et à mesure de l'avancement, et au fur et à mesure de ce qu'on dessine, en fait. Puisque c'est logique, il y a une synthèse qui a été faite, mais personne n'a dessiné. Donc quand on va dessiner, on va s'apercevoir qu'il y a un problème sur les dimensions de l'ascenseur, il n'y a pas assez de marge d'escalier, ou alors qu'on se tape la tête quand on passe. Enfin voilà, c'est des petites choses auxquelles on ne pouvait pas faire attention puisqu'on n'avait pas dessiné le projet. C'est vraiment essentiel de garder cette approche proactive et d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent des erreurs coûteuses. Comme tu dis, il ne faut pas hésiter à alerter l'équipe et à proposer des solutions. Et concernant la collaboration avec les autres corps de métier, comment t'assures que tout le monde est bien coordonné et qu'il n'y a pas de doublons ou d'incohérences dans les plans? Est-ce que vous faites des réunions de coordination régulières? Pas assez. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage, on ne prend plus le temps de le faire. Avant, c'était beaucoup plus régulier. Quand j'ai commencé, c'était des réunions, surtout au démarrage de chantier, puisque c'est au début que tout va se jouer. Si le chantier commence mal, en général, ça va être très compliqué tout au long. Donc on essaye de faire des réunions régulières, mais c'est à nous aussi, c'est à nous d'organiser en tant que professionnels et de dire attention, là je pense qu'on devrait se rencontrer, parce qu'il y a ça qui va pas, j'ai vu ci, j'ai vu ça, vous ne m'avez pas répondu, etc. Le problème principal, il est avant tout humain, parce que si vous avez en face de vous des personnes, parce que déjà vous les avez pas en face de vous, vous les avez à l'autre bout de la région, voilà, il va falloir réunir ces personnes, il va falloir essayer de créer un esprit d'équipe, sachant que les personnes ont aussi d'autres affaires, etc. Voilà, le problème principal, c'est que on va gérer beaucoup d'affaires en même temps, et du coup, c'est forcément plus contraignant. Effectivement, conseil, et tu l'as bien évoqué, c'est de bien faire des réunions, bien regrouper les personnes et bien alerter aussi par mail avec un message clair en disant là il y a tel problème, qu'est-ce que vous pouvez, je préconise ça, mais qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Ça peut éviter des réunions, mais quand il y a trop de problèmes, trop d'incohérences, on ne peut pas échapper à la réunion de synthèse pour échanger entre nous, ça c'est clair et net. Exactement, le fait de créer une bonne communication
et une coordination claire, même à distance, est indispensable pour éviter de grosses erreurs en amont. Et c'est vraiment l'humain qui fait la différence. Quand l'équipe est bien alignée, même avec des échanges à distance, les choses se passent beaucoup mieux. Ça passe aussi par des échanges précis et des propositions concrètes, comme tu le dis, afin de faciliter la prise de décision. Est-ce que tu utilises des outils numériques pour faciliter ces échanges, comme des logiciels de gestion de projet ou des plateformes de communication? Ouais, alors parfois l'architecte propose des plateformes de, comment ils appellent ça, d'échange de plans en fait, des plateformes numériques où on va pouvoir déposer des plans. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir savoir en temps réel qu'un plan a été mis à jour sur la plateforme. Nous, on va pouvoir aussi mettre les plans. Et aussi, on n'a pas besoin de déranger tout le monde à chaque fois pour avoir des plans. Voilà. Donc parfois, il y a des plateformes numériques qui sont mises en place. En général, c'est pas le bureau d'études qui décide de faire ça, c'est plutôt l'architecte voilà, qui va mettre ça à disposition. C'est une très bonne solution pour gagner du temps et éviter la multiplication des demandes. Ces plateformes permettent non seulement de centraliser les informations, mais aussi de garantir que tout le monde travaille sur la version la plus récente des documents. Cela évite de se retrouver avec plusieurs versions qui circulent en même temps, ce qui peut devenir un vrai casse-tête. Est-ce que tu trouves que ce genre de plateforme est vraiment efficace pour l'organisation et la gestion des projets, ou tu penses qu'il y a encore des améliorations possibles? Il y a toujours des améliorations possibles. Toujours, le problème principal, il n'est pas tant sur la plateforme en elle-même, il est toujours sur la personne qui va refuser la plateforme. Donc, par exemple, si moi je décide de ne pas m'en servir ou de m'en servir de la mauvaise manière, en ne mettant pas le dernier indice, en ne mettant pas les derniers plans, ça va poser problème. Voilà pourquoi ce sera jamais parfait, parce que le bâtiment dépend de plusieurs acteurs. On en a parlé, hein, il y a le bureau d'études structure, il va y avoir les fluides, il va y avoir le plombier, l'électricien, l'ascensoriste, celui qui fournit les escaliers, le menuisier, les portes intérieures, enfin, et du coup, ça va forcément engendrer ce genre de problème, parce que vous aurez toujours un ou deux, ou même plusieurs, qui vont pas jouer le jeu. Voilà. Mais sinon, ce sont déjà des belles plateformes, et je pense qu'on pourrait améliorer encore. Bien sûr, il y a des solutions, mais on pourrait peut-être centraliser encore plus, pourquoi pas. C'est vrai que la clé réside souvent dans l'adhésion de tout le monde au processus. Même la meilleure plateforme ne sera pas efficace si certains acteurs ne l'utilisent pas correctement ou si les mises à jour sont négligées. Le côté humain reste un défi majeur dans la gestion de projets complexes, comme ceux du bâtiment. Peut-être que des formations ou des rappels réguliers sur l'importance de bien utiliser ces outils pourraient aider à réduire ces problèmes. Tu penses que des outils comme des notifications automatiques ou des alertes de mise à jour pourraient aussi améliorer la situation? C'est déjà le cas, mais malheureusement, les gens désactivent les notifications ou vont pas aller voir les alertes, etc. Donc même si c'est déjà le cas, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais déjà c'est bien qu'il y ait des plateformes qui existent. Peut-être peut-être qu'il faudrait en combiner et surtout en expliquer les méthodes. Moi, je me souviens une fois. C'était le principal problème, c'est que on avait utilisé 1, 2, 3 plateformes différentes pour 3 projets différents. Et le problème, c'est que chaque plateforme a un fonctionnement différent. Et le problème majeur, c'est aussi la formation à ces plateformes. Elle est pas, la personne qui vous dit d'utiliser ça, sait l'utiliser. Sauf qu'elle va pas vous montrer comment ça marche. Ils n'ont pas le temps et c'est pas leur problème. Et donc c'est là que ça engendre plein de soucis. Merci d'avoir regardé cette interview spéciale où je répondais à des questions. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vous-même des questions. Et surtout, n'hésitez pas, c'est par ici, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir. Laissez un pouce bleu. Pensez à suivre mes outils, formations, il y a même des ressources offertes, donc ça peut être sympa. Sinon, vous avez des vidéos à votre disposition. Moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!